Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Popcorn de l'Infini. Vous retrouvez encore une fois vos co-animateurs, moi-même, Alexandre et David Mercier. Comment ça va, David? Ça va quand même bien, quand même bien. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça, déjà notre 9e épisode et on clôt un chapitre. On semi-clôt un chapitre, soit celui de Blade, en s'attaquant cette fois à Blade Trinity, le mal-aimé de la trilogie, et puis celui qui a pas mal cassé les reins du personnage, qu'on rappelle, encore une fois, là, qui a été rendu canon à cause de Deadpool et Wolverine, pardon. Qui voit Wesley Snipes revenir dans le rôle. Là, au moment où on se parle aussi, on enregistre ça, on est au mois d'avril 2025. Officieusement, la nouvelle version de Blade qu'on avait annoncée avec Mahershala Ali, qui avait même fait un caméo dans la fin d'un des Marvel. Bref, ça fait pas longtemps qu'on l'annonce, celle-là, je trouve. Puis, c'est ça, le reboot de Blade a été plus que mis sur la glace, ça a pas mal été supprimé. On ne sait pas s'il va revivre à un moment donné, mais là, il a officiellement été retiré dans la liste des films à venir de Marvel. Il y a eu plein de problèmes de production, notamment le réalisateur qui a dû quitter 2 fois. En tout cas, 2 réalisateurs qui ont quitté. Puis là, j'imagine Mahershala Ali est rendu vieux. Là. On a annoncé ça, c'était quoi? C'est en 2020, penses-tu que si c'était sorti, ça aurait été un navet? Ou... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours de l'attrait pour des vampires et de la cuirette. C'est encore un terreau fertile pour Marvel. Mais tu sais, c'est juste arrêter une offre assez différente des autres films Marvel. Puis un personnage aussi qu'on connaît et reconnaît. Même si les gens n'ont pas vu Blade, ils savent que ça existe. En tout cas, je crois, j'ai l'impression. Non? Oui, je sais pas. Peut-être juste moi qui est vieux puis qui sait je sais pas, je dirais que... Tu sais, si j'avais pas nécessairement... moi, je suis consommateur de comics, là, mais si j'avais pas nécessairement... Je sais pas, je savais pas... moi, tu sais, j'ai pas vu les films Blade avant qu'on commence le podcast. Là. Puis si j'avais pas été exposé au Spider-Man des années 90, la petite série animée, j'aurais pas nécessairement... Mais tu sais, on dirait, j'ai l'impression qu'il est plus connu que, mettons, Shang-Chi ou des personnages comme ça qui sont rendus, ou les Eternals. Tu sais que moi, ça aussi, j'ai pas grandi tant que ça avec les comics. Okay, mais je peux comprendre. Le référent populaire est peut-être moins présent. Non, mais je pense que c'est générationnel aussi. Au niveau des vampires, la popularité des vampires, c'est pas... C'était à son summum au milieu des années 2010, 2000. C'est plus ce que c'était. Non. Effectivement, on l'a vu avec le flop qui a été Morbius aussi. Puis, c'est ça. On a peut-être essayé de revenir avec du Marvel qui fait du vampire, mais Sony l'a fait. Il devrait mettre un Battle Royale. Blade, Morbius, Craven. C'est tous les mal-aimés. Toutes les mal-aimés. Madame Web. Ouais, Madame Web. Mais bref, c'est ça. Ça restait le pic des films de vampires, le milieu des années 2000. Il y avait aussi la série Underworld, même à une certaine époque. On pensait qu'il allait avoir un crossover entre Blade et Underworld. Underworld qui n'a pas rapport là, avec Marvel, là, qui est juste une autre série de vampires. Puis parce que Marvel, justement, possédait en tout cas, avait vendu les droits de Blade jusqu'au milieu des années 2010. Fait que c'est ça, il y avait même des plans de crossover ou de... Bref, c'est ça. Puis finalement, avec le piètre succès, surtout critique, là, du Blade 3, il y a finalement, ça va avoir mis un terme à cette franchise-là, malheureusement. C'est supposé être une trilogie ou c'était pas... J'ai lu, parce que là, le réalisateur de ce film-là, c'est David S. Goyer, qui avait écrit les 2 premiers Blade. Et puis, apparemment, qu'entre le premier et le deuxième Blade, le studio lui avait promis qu'il allait réaliser un des Blades à un moment donné. C'est un peu comme ça qu'il s'est ramassé à réaliser le 3e, d'autant plus que Guillermo del Toro n'est pas revenu. Lui, il était rendu dans son trip Hellboy après Blade 2. Donc, c'est ça, il n'était pas revenu. Donc, c'était dans les plans, d'autant plus que la franchise était relativement populaire, engendrer des recettes au box-office. Il n'a jamais perdu d'argent nécessairement, même si ce film-là, le budget était considérablement plus élevé que les 2 premiers, puis qu'il a fait moins d'argent. Il a quand même fait plus d'argent que son budget. Là. Je pense que j'ai les chiffres ici. C'est pas un flop total, mais dans le terme des Blades. Il a fait 131 millions sur un budget de 65.
C'est le double. D'habitude, c'est le triple qu'on dit que le film fait de l'argent, mettons. Fait que c'est ça, mais ultimement, c'est un projet là, qui... En connaissant les behind the scenes, on comprend peut-être pourquoi c'est devenu un si mauvais film que ça. Parce que les deux premiers n'étaient pas. C'est pas des grands films non plus, mais c'est pas des films ratés. Celui-là, par contre, c'est ça. Il y a plusieurs maladresses. On parle d'un flop, mais pas d'un flop nécessairement total, parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont été le voir. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est vraiment plus la réception critique, je crois. Là. Puis, on le voit. Là, le film est... Même, est-ce que tu dirais, en regardant ce film-là, qu'il y a plus d'argent que dans les autres films qui ont été mis? Là, le premier Blade, on est autour de 40 millions, je crois. C'est quand même 20 millions de plus pour un film, puis en 2-3 ans seulement. Là, je vois des meilleurs effets spéciaux, mais ça, je pense que c'est juste l'année à laquelle ça a été faite. Là. Sinon, il y avait des meilleurs plugins. Oui, il y avait des meilleurs plugins d'After Effects, mais sinon... non, j'ai pas vu l'argent nécessairement dans... C'est ça, puis on va y revenir dans ces problèmes de production-là, mais on va parler un peu de c'est quoi cette nouvelle cette trilogie-là, ce nouveau chapitre de Blade. Ça ressemble quand même beaucoup, j'ai trouvé, du moins au deuxième film dans l'histoire plus générale. Donc, on retrouve un Blade qui est recherché par le FBI et qui est mené en guet-apens par des minions, essentiellement. Ouais, là, il est recherché par le FBI parce qu'il a tué... un familier, un humain. Un humain qui suivait les ordres d'un vampire, qui se camouflait en vampire, mettons. Exactement, parce que là, on a comme un trio là, de vilains qui sont joués par Parker Posey et le lutteur Paul Lévesque, qui... vont... deux choses, c'est ça. Ils vont mener un guet-apens justement à Blade pour l'amener à être cherché. Mais en parallèle, eux, ils veulent ressusciter Dracula, qui s'appelle Drake, pour les besoins de la cause. Donc, ils veulent ressusciter Dracula dans le but de prendre son sang et de faire en sorte, en fait, que les vampires puissent se promener le jour. Donc, on comprend donc dans cet univers-là que Dracula pouvait sortir le jour parce que c'est le vampire originel. On va dire ça comme jamais ça. vraiment expliqué pourquoi. Mais... Non, c'est ça. Je sais pas comment ça arrive, un vampire originel. Je sais pas si c'est juste la chauve-souris qui fait la job ou peu importe, mais c'est ça. Ce qui est aussi un peu contraire à tout le lore qu'on connaît de Dracula, là, qui, lui, il pouvait pas sortir. En tout cas, j'ai pas trop compris ce bout-là. Mais bref, c'est ça, donc on réussit à réciter Dracula, qui est joué par, mon Dieu, un des pires acteurs, je crois, pour moi. Oui, Dominic Purcell, qu'on connaît pour Prison Break, notamment. Moi, tu sais, je trouve... C'est un acteur que j'aime vraiment pas. Là. C'est un acteur qui a zéro range, selon moi, puis que je regarde, puis que on dirait qu'il a l'air cheap, là. Qu'il a l'air de Vin Diesel cheap, là. Puis tu sais que c'est pour ça qu'il est dans tous ses films. Le Vin Diesel de Temu. Ouais, c'est ça, la version Wish ou je sais pas quoi, là. Mais tu sais, moi, c'est vraiment un acteur que je suis incapable d'apprécier dans tous les films que, tu sais, il en a pas fait tant que ça non plus, là. Je pense qu'il a joué dans... Il a joué dans Le Roi Scorpion ou... il a joué dans Mission Impossible 2. C'est ça, tu sais, surtout Prison Break, là, on s'entend. Tu sais, je le regarde puis il me fâche. Tu sais, je sais pas. C'est un acteur que je suis pas capable de regarder. Heureusement, il n'y a pas une tonne de répliques, là. Mais, tu sais, c'est comme... C'est pas ça, Dracula. T'sais, on est comme à des années-lumière, du moins du référent qu'on a dans la culture populaire de ce qui est Dracula. Là, je sais qu'on joue un peu dans le film pour faire comme « Ah, vous pensiez qu'il était comme ça? » Mais non, il est pas comme ça. C'est pas un dandy ou c'est pas un homme de classe. Là. C'est un dude avec des trapèzes là, très, très développés. Puis, bref, c'est ça qui se promène avec un manteau de fourrure. Puis, mais bref, c'est un acteur que j'aime pas beaucoup. Mais qu'est-ce que cela ne tienne? Donc, c'est ça. Blade se ramasse à être recherché par le FBI et puis là il va team up avec deux chasseurs de vampires, on va dire ça comme ça. Hannibal King, qui est joué par Ryan Reynolds, qui est... Là, j'aimerais ça qu'on... C'est pas le cas de le faire pour l'instant, là, mais ça va venir éventuellement. J'aimerais ça qu'on ait un sound d'effet d'alerte quand il y a un... Je sais pas comment Ryan dire. Reynolds. Ben, pas juste Ryan Reynolds, mais comme un
je sais pas, un plot hole ou un double cast ou quelque chose comme ça? C'est parce que, dans le fond, le double cast, l'alerte, c'est que Ryan Reynolds fait combien de rôles dans le MCU, là, présentement? Le Extended Universe, là. Il est rendu à 2,5 en fait, parce que tu sais, il a joué Deadpool, il a joué Deadpool aussi, mais dans X-Men Origins, là, qui est pas dans la même. C'est lui qui jouait Deadpool? Ouais, c'était lui qui jouait Deadpool. Il a joué 4? Ben c'est quoi l'autre? Ben, il a joué La Torche Humaine? Non. Non, ça, c'est Chris Evans. Non, c'est Chris Evans, c'est ça. Mais en fait, c'est qu'il a joué un autre super-héros qui était Green Lantern. Oh, il a joué Green Lantern. Ouais, mais c'est dans la MCU. J'en reviens pas que je l'ai mélangé. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a Chris Evans qui est double casté également. Mais c'est ça, j'aimerais ça. Là, c'est la première fois qu'on voit Ryan Reynolds dans le Extended MCU. Fait qu'on fera pas l'alerte tout de suite. Mais pour X-Men Origin, là, c'est un vrai recast. Là, fait que je veux qu'on ait cette alerte-là. Mais bref, on retrouve le fameux Ryan Reynolds. Le grand plot hole, c'est que Blade, il a vu Deadpool. Puis, oui, c'est vu sans masque, je sais pas, là, mais il a pas reconnu son ami. Là. Non, c'est ça. Mais il y a une joke méta qui fait référence à ça et qui fait même référence au behind the scenes de ce film-là. Je vais en parler tantôt. Mais bref, c'est ça, c'est Ryan Reynolds et puis l'autre, Night Stalker, c'est ça qui s'appelle? Oui, Night Stalkers. C'est l'équipe qui est aussi présente dans les comics. Là, il y a un comic, justement, une série de comics qui s'appelle Night Stalkers. C'est pas exactement la même équipe, là, mais c'est un peu le même principe là, de chasseurs de vampires avec qui Blade va s'allier parfois. Là. Ouais. Donc, on a Hannibal King par Ryan Reynolds et on a Abigail Whistler, qui est la fille de Whistler, donc qui est jouée par Jessica Biel. Donc, les deux, puis elle shoot des arcs, des flèches. Ouais, Katniss Everdeen du MCU. Ouais. Puis, honnêtement, première fois que je l'ai vu, j'ai dit comme c'est qui ça? Puis je me suis dit, c'est-tu la fille à Hawkeye? Genre, ouais, ça aurait pu, mais vu que Whistler, on l'avait mentionné dans le premier épisode de Blade, Whistler est un peu une création originale de Marvel Studios. Qui a été rajouté ensuite au comic. Ouais, c'est ça qui a été rajouté, mais tu sais, la première apparition de Whistler, c'était dans les séries animées. Les séries animées, oui. Donc, c'est ça, puis on a transposé là. Puis là, c'est ça, on a rajouté une couche en créant une backstory de Whistler. Mais bref, c'est ça, donc Blade va se joindre à eux et chasser Dracula, essentiellement. Un peu contre, pas contre son gré, là, mais comme, voyons, je suis meilleur que vous autres, j'ai pas besoin de vous autres, alors qu'il vient de se faire sauver par eux. Là, ouais, non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça l'histoire du film. Au retour de la pause, on va approfondir un peu là, la partie comics, donc explorer ces Night Stalkers-là dans les comics et renchérir un peu sur les comics de Blade, puis on revient dans quelques instants. Vous êtes bien au Popcorn de l'Infini sur les ondes de CFAC 88.3 FM. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. David, puisqu'on s'intéresse à Blade 3 et puis qu'il y a quelques nouveaux personnages qui s'ajoutent, comment tu as approché la lecture des comics là, cette fois-ci? J'ai toujours... j'ai regardé un peu Blade, il y avait l'air de quoi dans Avengers, j'ai checké aujourd'hui, mais surtout, je me suis concentré sur les personnages, comment ils étaient représentés dans les comics. Dans le film, ce qui est important, c'est qu'on... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un comic de Tomb of Dracula qui se fait passer à Blade, puis Blade a une réaction un peu genre « Haha, Dracula n'existe pas ». Fait que c'est un comic Marvel qui existe vraiment. C'est Tomb of Dracula numéro 55. J'ai pu regarder avec la couverture puis voir que c'était... Écoute, il passe tellement vite, il fallait que je mette sur pause puis que je retourne en arrière chercher le comic. Je l'ai lu, ça n'a pas rapport avec le film. Mais c'est un comic où est-ce qu'on peut voir un peu comment est Dracula dans les comics. Sinon, j'ai été voir aussi la première apparition de Hannibal King, Tomb of Dracula numéro 25, qui est sorti, je me trompe pas, dans les... Mais est-ce qu'ils sont reliés à l'univers de Blade ou c'est juste un comic de vampire qu'à un moment donné, on a fini? C'est un comic de peur, je pense que Marvel appelait ça. C'était comme un magazine de peur, pour faire peur. Puis c'était dans l'histoire de Dracula, puis c'est la série dans laquelle Drake est apparu, pas Drake, dans laquelle Blade est apparu pour la première fois. Donc, c'est le numéro 10 de cette série-là, où est-ce que Blade est apparu. Puis c'est sa première apparition. Donc, c'était même... C'est un précurseur à Blade. Ouais. Mais Dracula, avant les films, était plus populaire que
Blade. Ouais. Mais Blade est issu de cet univers-là. Puis, mais on a un personnage, dans les deux cas, on a des personnages différents. Hannibal King un peu moins. On a un peu le même type de personnage qui était vampire, qui maintenant va chasser les vampires. Mais dans les comics, c'est un investigateur, un policier privé qui va faire des investigations sur les morts surnaturelles. Souvent relié aux vampires. Ouais. Puis au niveau de Dracula, ben là, on a une mauvaise adaptation dans le film. Ouais, je vais en reparler un peu plus. Dans le fond, ce que j'aimerais faire pour cet épisode-là, c'est vu qu'on clôt le livre de Blade, j'aimerais ça qu'on repasse sur les personnages puis qu'on voit les différences entre les personnages des comics puis les personnages du film. Ouais. Donc, au niveau de Blade, commençons par Blade, ben c'est ça, comme je disais, il est apparu dans Tomb of Dracula numéro 10, il est issu de l'univers de Dracula, donc ça me surprend qu'on l'a fait juste apparaître au 3e film, mais ça clôt bien le livre. Donc, dans les comics, ben c'est pas un genre de Daywalker comme qu'on a dans les films. Il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Dans le fond, c'est un humain qui est immunisé contre les morsures de vampires dans les comics au départ. Il maîtrise les armes blanches, les arts martiaux, mais il reste humain à part entière. Mais après ça, il gagne des pouvoirs plus tard, après être mordu par Morbius dans les comics. Dans les films, il est pas fou notre crossover là, non, il est pas fou. Dans les films, il est mi-vampire dès la naissance. Puis dès le départ, il possède une force surhumaine, la régénération, ralentissement du vieillissement. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le comic s'est adapté au film. Donc, vu le succès du film, ben là, ils ont donné des pouvoirs à Blade dans les comics, mais d'une façon différente. Il y a un design assez distinctif dans les films. Du cuir, des lunettes, l'épée, qui a ensuite... Les petits designs sur le bord des cheveux. C'est ça, qui a comme été adapté ensuite dans les comics. Là. Puis il est beaucoup plus sombre et stoïque dans les films que dans les premières versions des BD. Au niveau de Hannibal King, dans les comics, il a été introduit dans Tomb of Dracula numéro 25, qui est sorti en 1974. C'est un détective privé. Il est transformé en vampire, mais il refuse de boire du sang humain, puis il lutte contre sa condition. Donc un peu plus comme Blade. Ouais, c'est ça. Sauf que là, dans le film, je comprends bien, il est guéri. Ouais. Il travaille avec Blade dans la série de comics Night Stalkers. Puis il est sérieux, puis c'est un homme qui est torturé, introspectif. Il va avoir des grands monologues. Dans le film, c'est un ancien vampire guéri. Il y a une explication assez floue. Il est très sarcastique, au style de Ryan Reynolds. Comique, bavard. Je sais pas c'était quoi la réputation de Ryan Reynolds à l'époque. Je sais qu'il faisait quelques comédies, mettons. Mais c'est ça, il y a comme pas mal son personnage de Deadpool, mais moins méta-référentiel. Deadpool avant l'heure, mettons. Il est plus axé action versus détective dans le film. Puis il n'y a pas de pouvoir vampirique dans le film. Contrairement au comic. Abigail Wessler, dans les comics, n'existe pas à l'origine du film. Mais une version vaguement similaire va apparaître dans un comic de 1999, mais elle n'a aucun lien avec Whistler. Puis c'est pas une figure majeure ou bien définie dans les comics. Mettons, c'est un personnage à vraiment part, pas dans les Night Stalkers. Dans le film, c'est la fille de Whistler. Elle utilise l'arc, des gadgets techno, comme une chasseuse, mettons, 2.0 de vampire. Puis c'est comme un arc en UV, là, aussi. Ouais, là. C'est comme un arc laser qui disent qui contient la moitié de la force du soleil. Ouais, c'est ça. C'est des armes techno, là, 2.0. Fait partie des Night Stalkers dans le film. Puis c'est ça. Donc, ça résume pas mal à Abigail Wessler. Au niveau de Dracula ou Drake dans le film, dans le fond, dans les comics, c'est basé sur le Dracula classique de Bram Stoker. Dans le film, un peu moins. C'est une figure gothique dans les comics aussi. C'est aristocratique, théâtral, souvent des beaux mots, très puissant, mais visuellement, il reste classique. Cap, collier, tout ça. Puis il va faire ses apparitions dans Tomb of Dracula, puis il va avoir des affrontements avec Blade. Donc c'est une rivalité qui revient assez souvent. Puis dans le film, il est appelé Drake. C'est ça. C'est choquant. C'est choquant, une grande
Puis c'est la version originelle, presque préhistorique de Dracula. Mettons, il est moins aristocratique. Il y a une transformation monstrueuse dans le film qui n'a pas nécessairement de la même façon dans les comics. Pas de cape, pas de croc, vraiment comme plus un manteau de fourrure. Un manteau de fourrure, ouais. Puis, t'es inspiré... Dans le film, il est inspiré de figures sumériennes, mésopotamiennes dans son design, là, plus que Dracula. Ouais, mais ça aussi, c'est un peu bizarre. Dans le film, je pense qu'ils vont le ressusciter parce qu'il est en Syrie ou quelque chose comme ça. Ça devait être au départ, je pense, en Irak, mais il y avait une guerre. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est comme... Ben, c'est ça, comment il s'est ramassé là, tu sais, c'est la Transylvanie, c'est l'Europe de l'Est d'habitude, là. C'est pas mentionné, mais en tout cas, à la limite, ça en était quasiment plus proche, genre des X-Men Apocalypse, ou en tout cas, je sais pas trop, là, où ils vont en Égypte, ou je sais pas trop, là. Ouais, mais je sais pas, ils ont pris beaucoup de liberté avec Dracula. Ouais. Puis, tu sais, pour finir, il est beaucoup plus action hero que figure gothique, ou figure horreur, mettons. Ouais. Fait que ça clôt un peu mon tour pour Dracula. Mais sinon, dernier personnage que j'aimerais plus faire un comparatif, Abram Whistler, donc le meilleur ami de Blade, on peut dire ça, je pense. Ouais. Lui, il a été créé pour la série Spider-Man, la série animée de 1990. Il est apparu en 1995 la première fois dans l'épisode où est-ce que Blade est introduit comme l'acolyte de Blade. Mais il n'existait pas dans les comics à l'origine. Il a été... c'est le mentor de Blade, mais il n'existe pas dans les comics à l'origine, à la sortie du film. Puis dans le film, c'est le vieil ami de Blade, mentor, l'inventeur, puis c'est le père d'Abigail. Ouais. Fait que c'est ça, ça fait un peu le tour des personnages puis leurs différences. Ce que j'ai à dire, c'est quand je regarde le film, je vois qu'on a pris beaucoup de liberté là, au niveau des Night Stalkers. Comme je disais, c'est pas du tout la même équipe. Là. Puis les personnages sont un peu méconnaissables. Les personnages de Dracula, le personnage de Hannibal King sont tous méconnaissables. Puis je vois un peu l'inverse de ce qui se passait. Au premier épisode avec Blade, j'ai mentionné que dans les comics, c'était un personnage drôle. Puis dans les films, il était plus stoïque, plus sérieux. Puis là, j'ai l'inverse avec Hannibal King. Dans les comics, il est plus sérieux, il est plus à ses affaires. Là, on a Ryan Reynolds. Ouais. Fait que ça fait un peu le tour. Je pense qu'on a pris beaucoup de liberté avec ce film-là. Mais comme qu'on a toujours fait un peu avec les films, parce que tu sais, on a introduit des personnages comme Whistler qui, on l'a pas introduit dans le film, mais bref, on a pris des libertés puis ça a fonctionné. Donner des pouvoirs à Blade, c'est quelque chose qui est resté dans les comics pour une raison, parce que c'est bon, c'est une bonne... C'est pas parce qu'un film prend des libertés que c'est mauvais, mais dans ce cas-ci, changer Blade, c'est une chose. Changer Dracula, c'est une autre. Ouais, mais tu sais, d'autant plus aussi que le lore de Blade est peut-être un peu moins... je veux pas dire défini, mais tu sais, rigide que celui de Spider-Man, par exemple. Où là, on connaît les vilains, on sait tout un peu c'est quoi leurs caractéristiques, puis tu as 60 ans de comics derrière. Là, t'as des histoires à aller chercher. C'est ça, là. Tu sais, Blade, c'est comme, OK, prenons ce concept-là et adaptons-le en fonction de... Tu sais, je comprends clairement pourquoi on a adapté ce type de Drake-là. On était beaucoup plus axé justement sur l'action. On était aussi, tu sais, il y en a là, des films sur Dracula. Là, fait que, tu sais, vouloir proposer une nouvelle version 2.0, adapter son nom à Drake, qui était un nom bien connu, bien populaire dans les années 90-2000. Tu sais, je comprends certaines libertés. C'est juste... tous les mauvais choix ont été faits, je crois. Là. Chaque fois qu'il y avait un choix. C'est ça. Bon choix, au niveau du casting, au niveau de l'histoire. Moi, je ressors... il y a deux choses que je retiens un peu de ce film-là. Premièrement, ça paraît vraiment quand c'est pas la même personne qui est à la tête du projet. On a juste parlé de Spider-Man 1 et 2 là, jusqu'à présent, mais c'est Sam Raimi, il y a une vision globale, il y a une continuité entre les films. Même chose du côté d'X-Men, c'est Bryan Singer qui est là, du moins pour les 3 premiers. Là, on a 3 réalisateurs différents. Oui, Guillermo del Toro a voulu se baser sur le premier film. Je pense que les 2 premiers sont peut-être plus dans l'esprit de continuité que ce troisième-là. Ouais, le troisième, même si c'est le writer...
ailleurs. Ouais, tu sais, puis c'est le writer en plus qui vient à la réalisation. C'était sa première réalisation aussi. Peut-être que ça puis Mais on dirait que peut-être que ça joue, oui, mais on dirait qu'il y a eu plein d'idées dans le premier et le deuxième film, puis il a toujours dit non. Puis là, dans Ouais. le troisième, il a dit, OK, s'est ben, on va gâté. faire mon idée. Il s'est gâté, mais là, finalement, il s'est rendu compte que ses idées étaient peut-être pas bonnes. ouais, c'est ça, ces idées étaient peut-être pas bonnes. Puis le pire, c'est que je pense Wesley Snipes aussi, il pensait que c'était pas des bonnes idées. Parce que il y a vraiment plusieurs mentions ou articles là, sur le fait que Wesley Snipes est vraiment contre ce film-là. Il l'a renié. Il a été très difficile pendant le tournage aussi. Ça a l'air qu'il faisait juste aller dans sa roulotte puis fumer du pot. Il était vraiment pas pendant le tournage. Puis ce qui fait même que, à moins qu'on voit son visage, toutes les scènes où on voit Blade moindrement de loin, ce n'est pas Wesley Snipes. C'est un autre acteur. Il voulait pas participer, il voulait faire le moins de scènes possible. Puis c'est ça a miné vraiment tout le tournage. Même Ryan Reynolds aussi n'a pas aimé son tournage à cause de ça. Puis c'est peut-être pour ça finalement que Blade est moins présent à l'écran. C'est plus Ryan Reynolds, surtout à un certain moment du film, là, oui, il y a la présentation des personnages, tout ça. Bon, à un certain moment, il y a comme on s'en va vers la fin du film, puis Blade est à peu près pas là. C'est une scène de torture avec Ryan Reynolds qui est interminable puis qui est comique, entre guillemets. Là. Puis là, on utilise des jokes vulgaires et des affaires de même. Mais bref, puis après ça, on voit Abigail qui se bat. Blade est comme pas tant là, sauf dans la bataille finale contre Dracula. Puis dans les 20-30 premières minutes où justement il y a cette histoire-là, ce guet-apens-là, puis il se fait capturer. Il y a comme une bonne heure du film où on voit pas tant Blade. Puis ça paraît. Je pense que ce qui fait la force de l'univers de Blade, c'est que Blade soit dedans. Puis là, si tu l'enlèves, les autres personnages, on s'en fout d'Hannibal King. On s'en fout d'Abigail Whistler. Même on s'en fout de Dracula d'une certaine façon, parce qu'il y a tellement d'histoires sur Dracula. Fait que comme c'est Blade et Whistler, là, mais c'est Blade qui est au centre, qui devrait être au centre du récit, puis que là, il est quasiment un personnage secondaire. C'est pas la même chose s'il avait fait un film qui s'appelait Night Stalker. Non, c'est ça. Puis tu sais, à la limite, le personnage le plus intéressant, c'est quasiment la fille aveugle, là, Summerfield, je pense qu'elle s'appelle, là, ouais. tu sais, qui est... Spoiler à mort. Ouais, c'est ça. Puis sa mort est quand même... cool. Je sais pas ça, c'est le bon terme pour une mort, là. Ouais. Mais tu sais, elle se fait comme... Pas crucifiée, là, mais en tout cas, elle se fait comme... torturer puis suspendre comme un warning, un message de warning. Mais bref, c'est Natasha Lyonne qu'on connaît aussi pour les American Pie, pour en tout cas des séries Netflix récentes. Bref, c'est ça, elle aussi, c'est une actrice plus comique, disons. Je pense que le ton général était vraiment plus comique et ultra sérieux, là, puis c'est pas un bon mélange dans un film, là, parce que t'en as à moitié qui se prennent trop au sérieux, puis l'autre qui, on dirait qu'ils jouent pas dans le même film. C'est ça, c'est s'il y avait pris un... Mais on dirait que le 1 et 2 de Blade, c'est pas le même ton. Et non, c'est ça. Tu sais, à la limite, dans le 1, tout est sérieux, sauf Deacon Frost, qui est comme plus grand que nature. Dans le 2, tu sais, je pense que c'est le meilleur dosage, on va dire, du sérieux et du comique. Puis là, dans le 3, on est juste comme, OK, on va aller dans la comédie. On voit que Ryan Reynolds a du fun, puis il veut être là. Fait qu'on va lui donner du screen time. Mais même Abigail, elle n'est pas de temps là. Elle est là pour, comme, tirer des flèches. Puis je pensais qu'elle allait être justement un love interest. Là. Et finalement, on a scraper un peu cette idée-là, même si c'était peut-être dans les plans au départ, là, selon ce que j'ai lu. Mais c'est ça, il y a eu tellement de problèmes de tournage, il y a eu des dépassements de coûts, il y a eu il y a eu tellement de choses contre lui que je pense que c'est Patton Oswalt qui joue un petit rôle dedans, là, dans un magasin, whatever, mais il est comme, oui, tu sais, le résultat n'est pas un bon film, mais si vous aviez vu à quel point ça a été dur de faire ce film-là, c'est juste comme, c'est un miracle qu'il y ait eu un film finalement. Tu sais, fait que, puis dans Deadpool et Wolverine, on fait, là j'ai pas la citation malheureusement, là, mais Ryan Reynolds fait le point de demander, tu sais, ça, ils vont team up Blade et lui, puis on va faire comme, finalement, t'es moins compliqué que je pensais. Je l'avais pas catché, cette joke-là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je me souviens plus exactement de la citation, mais tu sais, on assesse le fait que Ryan Reynolds et Wesley Snipes ne s'aimaient pas vraiment. Puis ce qui m'a même
amené à me dire, c'est quasiment un miracle qu'il ait voulu revenir. Tu sais, si t'aimes pas Ouais. Ryan Reynolds, pourquoi tu reviens dans son film? Tu sais, bon, je pense que c'est ça. C'est pour Les années faire... passent. C'est ça, les années passent, Wesley Snipes, il n'est plus l'acteur qu'il a déjà été non plus. Là, fait que, puis, tu sais, globalement, je crois que Snipes aimait trop Blade, ce qui fait que là, vu qu'on allait dans une direction peut-être qu'il aimait pas, il se sentait moins impliqué dans le projet. C'est peut-être ce qui explique justement... Ça pourrait expliquer bien les choses. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu fais du cinéma et tu as l'impression que ce que tu fais, c'est pas bon, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu le vois, tu sais, des Ça fois, prend ton moral, quand tu fais un film, tu sens que il y a un bon film, puis là, c'est au montage que c'est scrappé, ou en tout cas, tu sais, en non. post-prod. Tu sais, là, si pendant le montage, si pendant le tournage, tu sens déjà que c'est un mauvais film, tu sais, c'est décourageant. Tu vas pas le sauver au montage. Il y a personne dans l'équipe qui fait une bonne job dans ce cas-là. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, je vais dire quand même, j'enlève pas tout parce que oui, il y avait des bonnes scènes d'action. Je pense quand même qu'il y en avait des mauvaises, là, surtout la scène finale. Il y en avait beaucoup, je trouve. Il y en avait beaucoup, puis la scène finale, je trouvais que le combat entre Blade et Drake est tellement au ralenti. Tu sais, d'habitude, c'est ça. Tu sais, quand t'as pas des bons interprètes d'action, tu vas créer l'action au montage avec des quick cuts, des affaires de même. Ouais. Puis là, ils ont décidé, surtout dans la bataille finale, parce que dans les autres, c'est plus du quick cut. Dans la bataille finale, c'est comme des scènes un peu plus longues, là. Tu sais, des plans un peu plus longs, tu sais, 3-4 secondes. Tu sais, c'est pas si long que ça, mais c'est long quand tu veux montrer que ça va vite puis que t'as deux bonhommes de 50 ans qui se battent, là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé la scène d'action un peu risible, mais à l'inverse, il y avait certaines bonnes scènes d'action. Mais c'est ça, il y a comme toujours... Il y a du bon puis du moins bon. Tu sais, à un moment donné, il y a une shot, là, je pense qu'il y a des plans de la ville, il y a Drake qui se promène dans la ville, puis là, à un moment donné, t'as comme un... Tu sais, on voyait ça beaucoup, là, je sais pas. Il y en a un petit peu dans Spider-Man, mais tu sais, un gros plan de sa face derrière un green screen. Puis là, le green screen, c'était comme des plans de la ville au coucher de soleil. C'est là. comme ça qui transitionne, mais il n'y en avait pas un avec Dr. Octopus dans Spider-Man 2? Je sais pas avec Dr. Octopus, mais souvent, c'est les scènes où Spider-Man est comme perché en quelque part ou se promène dans la ville. Là, à la fin du Spider-Man 1, là, je pense qu'il y a un gros plan là, sur Spider-Man. Puis là, il fixe, il a sa tête là, il tourne un peu, puis il envoie une toile, puis il s'en va. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est très début du CGI, mettons. Là. Ouais. Mais là, c'est peut-être parce que l'acteur que je voyais dans le plan, je l'aime pas. Fait que j'ai plus ri du plan qu'autre chose. Mais c'est ça, le bon élément du film, selon moi, puis c'était supposé être dans le deuxième film, finalement, on l'a repoussé pour le troisième, c'est le concept de Blood Farms, que j'aime quand même. Tu sais, c'est comme pour les vampires passent pas juste leur journée à comme aller tuer du monde dans la rue pour boire. Là. Fait que je trouvais l'idée quand même intéressante que ils prennent les laissés pour compte de la société, hein, les itinérants, surtout les itinérants en fait, qui vont mettre dans des sacs sous vide puis ils vont juste drainer leur sang pour se créer des banques de sang pour les vampires. Je trouvais l'idée, tu sais, mettons si je suis un vampire puis que tu veux faire autre chose qu'être chasseur-cueilleur. Je trouvais que les vampires, ils s'attaquaient beaucoup à Blade puis pas assez aux humains, puis là j'ai compris pourquoi. T'sais. Ouais, ben c'est ça, là, c'est qu'ils ont réussi à accumuler des ressources. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment un bon concept qu'on amène un peu trop tard, malheureusement. C'est dans le troisième film. Mais c'est ça, tu sais, je trouvais ça cool, puis le Blade va comme shut down ça. Mais tu sais, j'étais comme, être un vampire, puis que t'es pas foncièrement méchant, parce que... J'avais plus le feeling de guerre. Mettons. De guerre, ouais. Dans le 1 puis le 2, c'était comme un combat de Blade qui s'attaquait à quelques vampires. Mm-hmm. Puis j'avais plus le feeling de guerre. On va s'attaquer... c'est stratégique. On va s'attaquer à Dracula parce que on veut son sang pour pouvoir éliminer tous les vampires. Bon, on veut s'attaquer aux banques de sang ou aux... Comment on les appelle, les humains là, qui traitent familiers. Les familiers. On va s'attaquer aux familiers pour rejoindre les vampires pour, à un moment donné, trouver Dracula. Tu sais, il y a toute la motivation derrière. J'avais plus le feeling que c'était une guerre que dans les autres films. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est que le reste... est tellement pas mémorable. Là. Ça fait pas si longtemps qu'on a vu le film, puis déjà, en tout cas, moi, il m'échappe un peu. Là, puis je sais pas, on l'écoutait en version française, ce qui aide pas, là, mais c'est parce qu'il était juste disponible en version française. Ça m'a rappelé, moi, des souvenirs, parce que c'est ça, j'avais regardé Blade quand j'étais petit, ça jouait à TV, puis tout. Fait que ça m'a rappelé certains souvenirs, puis je me souvenais même, tu sais, j'aurais pas pu les citer, mais en entendant les liners de Ryan Reynolds, je me souvenais
de ces liners-là. Puis que je les trouvais drôles quand j'avais 8 ans, là, mais qu'aujourd'hui, c'est plus comme c'est du Ryan Reynolds. Mais tu sais, c'est ça. Il y a tellement... Tu sais, ça sort la même année que Spider-Man 2 puis que X-Men 2. C'est comme, on est à des années-lumière de médiocrité face à ces deux films-là là, qui sont pas mal, des étalons d'or jusqu'à présent. Alors que Spider-Man est allé vers le haut, Blade est allé vers le bas. Ben oui, c'est ça. Puis, heureusement que ça finit là. Il en reste encore des mauvais films là, de Marvel qu'on va voir, là, notamment le prochain. Mais c'est ça, tu sais... On sent qu'il y a eu un essoufflement peut-être du concept. Peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir de Blade 3. Je comprends le concept de trilogie. Il y aurait moyen d'en avoir un bon. Là. Ouais, mais en même temps, tu sais, Dracula, comme tu dis, il est arrivé trop tard. Ben, tu sais, il y a d'autres personnages qui auraient pu introduire autres que Dracula. Puis, juste puis refaire la même histoire que les deux. Mais c'est ça, tu sais, je les connais pas non plus, la galerie de vilains qu'ils auraient pu utiliser, mais tu sais, déjà là, le fait qu'il n'ait pas été pensé comme une trilogie, ça a joué contre lui, parce que ça, c'est très épisodique, là. C'est comme le premier self-sufficient. Dracula, ça aurait pu, tu sais, du premier au dernier, être le grand boss du premier et du deuxième que Blade n'a pas atteint. Ça aurait pu être un peu comme... un slow burn, mettons, un peu comme Thanos qui a duré plusieurs films. Ça aurait été ou tu sais, juste Norman Osborn, là, oui, il meurt dans le premier, mais comme son aura plane un peu sur les autres. Là. Oui, tu peux jamais vraiment te débarrasser du bouffon vert, là, je pense que Spider-Man le sait, là, mais tu peux rarement te débarrasser de ton arc ennemi, puis là, on dirait que au lieu d'être épisodique, ça aurait dû être plus continu, avoir juste... Tu sais, même les sidekicks du premier puis du 2, ils reviennent pas non plus. Tu sais, c'est comme on fait vraiment table rase, puis on est comme, bon, on est plus tard. Puis là, dans le troisième, la cure de Blade, c'est une autre fille qui donne. Ouais. C'est qui? Elle était pas mémorable. C'est l'aveugle, c'est pas elle? Oui, c'est elle qui va faire le virus. Summerfield. Oui, Summerfield, qui est aussi une invention dans le film. Bref. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on sent pas une continuité, ce qui fait que... Il n'y a pas d'attachement au personnage. Oui, j'étais triste quand elle était morte, mais comme avant ça, on la voit 5 minutes. Ouais. Tu sais, Whistler, il meurt encore dedans, puis il revient encore. C'est comme... c'est ça, là, tu sais, c'est ça. Je crois qu'il manquait peut-être un fil conducteur de cette trilogie-là. Puis Dracula qui est capable de changer de forme, là, ça, je comprends pas. De prendre la forme d'un autre vampire ou d'un humain. C'est... Puis c'est ça, tu sais, si t'es pour faire une trilogie et non pas 3 films différents, si t'appelles ça, tu sais, ça s'appelle Trinity, là. Tu sais, on a en tête une trilogie. Ben, il faut qu'il y ait un fil conducteur. C'est pas juste 3 films indépendants. Là, c'est pareil qu'ils racontent un peu la même histoire. Et ça, les X-Men, c'est une trilogie. Spider-Man, c'est une trilogie. Même, dans les X-Men, ils ont Magneto là, qui revient. Là, ouais, c'est ça. Même les Iron Man qui font partie en plus d'un plus grand tout. Dans l'histoire d'Iron Man, il y a le feeling d'une trilogie quand même. Oui, ce qu'on perd un peu dans le futur de Marvel, mettons, il y a certains films certaines trilogies, mettons, pas trilogie, mais suite dans l'univers Marvel qui ont l'air vraiment distinctes à cause des séparations puis des choses qui se passent dans l'univers en même temps. Ouais. Fait qu'il y a des films, mettons, si on écoute toutes les trois Spider-Man du MCU back-à-back, on va peut-être avoir de la misère qu'on va écouter les Avengers, mettons. Ouais, c'est ça. Mais là, il n'y avait pas cette raison-là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça en fait vraiment un... Ben, tu sais, là, je pense vu qu'on a plus de temps, vu qu'on a moins de choses à dire sur le film, j'irais peut-être avec un classement des 3 films Blade, selon ton appréciation. Je pense qu'on va différer un petit peu, là. Il y a que 3 films en même temps. Mais non, mais pas vrai. OK, tu veux mon classement? Ouais, on va faire ton classement. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Donc, Blade 2 en premier, je pense que j'ai quand même... Ah, mais je pensais que tu aimais plus le premier, c'est ça. On va avoir le même classement de bord. Non, j'aimais... non, ils sont pas mal au même niveau. Ouais, c'est ça. 2, 1. Je me rappelle plus comment je les avais notés dans le dernier épisode. Ouais, c'est ça. Moi, je fais mes propres erreurs de continuité, là, mais... T'es pas comic accurate. Mais... ouais, ben 1 puis 2, ils sont au même niveau. Ouais. C'est parce qu'ils ont tous les deux des qualités et des défauts, mais c'est pas les mêmes qualités et défauts. Là. Fait que c'est comme dur un peu de juger. Moi aussi, tu sais, ils sont très très proches. Je pense que je donne un petit edge aux deux juste parce que justement, il y a comme un...
un effort de vouloir à la fois agrandir l'univers, puis une direction peut-être artistique ou une direction visuelle un peu plus... qui tombe un peu plus dans mes cordes, mettons. Mais là, dans les 3 cas, si j'avais re-regardé un des 3, j'en regarderais aucun. Ouais, ouais, c'est un peu ça le problème. Mais, c'est ça. C'est une trilogie, tu sais, qui est... Ben, on va dire, les 2 premiers, c'est des films corrects, mais ultimement un peu banal. Le 3, tu sais, c'est vraiment pas un bon film, là. Tant objectivement que subjectivement. C'est peut-être pas le navet non plus. Tu sais, je pense qu'il va y avoir des pires films qu'on va visionner, mais c'est clairement un film qui manquait de peaufinage, puis qui est juste pas intéressant tant que ça. Tu sais, c'est surtout ça. C'est comme, pourquoi je m'intéresserais... non, je peux comprendre pourquoi je m'intéresserais à une histoire entre Blade et Dracula. C'est comme les 2 vampires que je connais le plus dans la vie. Mais ce qu'on me donne, c'est pas intéressant. c'est Drake qui marche dans la ville jusqu'à temps que Blade le trouve. Puis c'est Blade qui est pas là du film parce que c'est ça. Les autres prennent plus de place. Fait que... Mais moi aussi, mon classement serait 2-1-3. Mais c'est ça, 2 et 1 sont assez similaires. Mais je donnais quand même un petit edge à Blade 2. Oui, non, ça fait du sens. Je suis d'accord avec ce classement. Ben, j'ai pas mal passé tous mes points. Je pense qu'on peut y aller dans l'octroi de nos popcorn. On est un petit peu à l'avance, mais ce sera un épisode un peu plus court. Ben, on va aller en pause publicitaire, puis au retour, on va donner ces classements-là. Donc, restez des nôtres. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini et c'est le moment de l'émission où on octroie ces fameux popcorn à Blade 3. Ouais, c'est mon heure favorite. Ouais. L'octroi des popcorn. Donc, rappelle-nous, puisqu'on a encore du temps devant nous, rappelle-nous un peu ces 6 popcorn. Ben oui, ça commence à être une habitude, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on a le popcorn de l'espace, l'importance avec le MCU, le popcorn de la réalité, le réalisme du récit, le popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action, les effets spéciaux, le popcorn de l'âme, le respect de l'âme du matériel source, le popcorn de l'esprit, qui est le fun factor, est-ce que c'est un bon scénario, est-ce qu'on a eu du plaisir à regarder ce film-là, puis le popcorn du temps, est-ce que c'est un film qui est intemporel, qu'on va garder un souvenir de ce film-là. Bref, c'est les 6 popcorn qu'on attribue à chaque film qu'on regarde dans le popcorn de l'infini. On commence par le premier. Donc, donc on va commencer avec le popcorn de l'espace. Est-ce que ce film-là a une importance avec le MCU? Non, mais je tiens à souligner, en fait, c'est le premier film des Blade qui a le logo de Marvel au début. Pas le logo, là, mais la petite vidéo de présentation là, où justement il y a des comics qui défilent, puis là, Marvel, ils zoom out. Ouais. Moi, c'est l'intro là, avec laquelle j'ai grandi, puis qui a été utilisée dans les premiers temps du MCU jusqu'à temps qu'on le change là, dans le bout d'Endgame, je sais pas trop. Là. Mais je l'aime vraiment, cette intro-là. Mais c'est la première fois, les 2 autres, c'était juste... comme un mauvais générique là, de début là, comme les lettres qui apparaissent là, non, c'est ça, Marvel Studios present ou quelque chose de non, même. Il n'est pas important dans le MCU, il est vraiment pas important mais on commence à le tie-in un petit peu plus parce qu'il y a ça. Je crois qu'il y avait un caméo de Stan Lee, on dirait qu'il me vient pas en tête là, mais pas en tête, pas en tête. Je vais vérifier après. Mais il y a aussi une post-credit scene qu'on se fout, c'est juste Blade qui est là puis qui part en char rapidement. Là. Mais en tout cas, il y a le concept des post-credits. À quoi qu'elle servait. Mais on se rapproche de l'univers Marvel, mais l'importance avec le MCU en tant que tel, je ne crois pas. Non. Je crois qu'on n'y donnerait pas le popcorn. Par contre, au niveau de la réalité, est-ce que le récit est réaliste? Mais là, on a été chercher un peu plus de réalisme avec les Blood Banks. Les Blood Farms. Blood Farm, oui. Blood Farm. Je suis en train de checker si Stan Lee était là. Si il était pas mémorable, ou il était moins mis il y a eu des caméos plus mémorables. Oui, il est là. Attends, non, ça c'est producer. Attends un petit peu. Il l'a produit. Il est trop drôle, ouais. Blade, attends un petit peu. Il y en a-tu fait des caméos, lui? Et non. Il n'est pas là. OK, non, c'est bon. Ça, on n'est pas fou, on l'a pas vu quand il était pas là. Récit intemporel. Non. Pardon. Est-ce qu'il est réaliste? Réaliste, c'est ça. Réaliste. L'apparence de Drake me choque.
sais, je trouve qu'il y a un petit peu trop... Ah, puis j'ai une incohérence aussi qui me vient en Il y a tête. trop qui est un peu d'incohérences conne. dans ce film-là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il peut sortir le jour? Ça, c'est jamais vraiment expliqué. Comment Cannibal King a été soigné. Comment il a été soigné. Puis, tu sais, là, je vais me montrer un plot hole un peu, là, mais il y a une certaine scène où, tu sais, il enferme Drake dans une prison, puis Parker Posey, elle arrive, puis comme elle scanne le tatou qu'elle a, là, Ouais. qui veut dire qu'elle est une vampire, I guess. Là. Mais tu sais, elle met son bras dans un truc pour scanner ce tatou-là. Mais on apprend plus tard que Ryan Reynolds aussi a un tatou, puis il est comme dans le bas-ventre, là, un peu. Ouais. Puis là, je me dis, bon, mettons qu'il est encore un vampire, là, comment il fait pour accéder à ça? Ils ont-tu comme un scanner, là? Tu sais, comme un petit gun à l'épicerie, là, qui peuvent scanner les trucs? Parce qu'il peut pas mettre son bas-ventre dans le trou fait pour les mains. Fait que là, j'étais comme, tu sais, ça c'est complètement un détail, là, mais je suis comme, OK, dans ton univers, là, comment ça marche? Là? Y a-t-il un préposé qui va te scanner? Puis tu sais, à quoi ça sert ce tatou-là aussi, à part pour se reconnaître? Je sais que les familiers aussi. Au départ, je pensais que c'était juste les familiers qui en avaient. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis là, finalement, c'était. I guess que c'est des familiers qui ont été. Moi, je pense que tournés c'est en pas vampire. réaliste pantoute. Là. Mais c'est ça, tu sais. Il y a trop d'incohérences. Non, puis tu sais, l'arc avec. Tu sais, comment tu tires ça? Une corde en. Ouais, si ça brûle puis ça scie les vampires en deux, pourquoi toi t'es capable de. Ouais, ben tu sais, on comprend qu'elle tire avec une corde, là, mais comme, c'est ça. Non, Non, ça fait pas de sens. j'ai pas. Puis en quoi ça l'affecte le vampire? Ben, ça affecte pas le vampire, mais c'est que s'il est proche, elle peut faire comme du melee attack. Puis là, ok. avoir Mais des j'espère qu'il y a rayons une switch UV. pour l'allumer puis la fermer. Ben, je pense que oui, là, tu sais, il y a même, il est comme rétractable aussi. Il y a une belle scène où, comme, Jessica Biel, elle tient comme clairement quelque chose, puis là, il y a du CGI qui se passe autour, là, mais tu sais, il y a l'arc qui se développe ou qui se, en tout cas, qui se referme, je sais pas trop, là. Toutes les armes étaient, tu sais, mettons, les armes que je trouvais réalistes dans le 2, c'était la bombe UV, mettons, Ouais. là. Ça, je sais pas pourquoi personne l'a ramené, là, mais ça me semble que c'est comme la chose la plus efficace au monde, là. C'est comme, hey, il y a un rave de vampires, tu lances ça, Ouais. puis C'est trop facile. ouais, c'est ça. C'est pas assez Fait que, balancé. c'est comme les smoke bombs dans Assassin's Creed. Là. Ouais. C'est comme- mais bref, ouais, non, réaliste, non. C'est un non. Ok, parfait. Ça n'existe pas, les vampires. Ouais. sinon. Au niveau du popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action et des effets spéciaux. Je sais que tu as dit que les effets spéciaux étaient bons. Ben non, j'ai pas dit qu'il était bon. J'ai dit qu'il était meilleur que le premier puis le deuxième. Ouais. Ben, c'est peut-être. peut-être une question Mais les de qualités de scènes l'époque. d'action, je trouve qu'ils sont moins bonnes que le premier et le deuxième. Ouais, dans le deuxième, il y ça a peut-être dépend, un peu plus de Il CGI. y en a qui étaient mal montés. là. Mais dans le Ça- premier, tu sais, t'avais le feel kung-fu. Tu sais, t'avais comme des bonnes scènes d'action C'est vrai. corps à corps. Puis là, c'est comme tout rendu du Non, mais CGI. mais c'était puis, mal monté aussi. là. Ouais, C'était- ça aussi. Euh, Mais moi, je serais quasiment prêt à pas y donner. Là. Je sais non, pas je si ça donnerais te pas. choque. Là, Non, mais- je donnerais pas. Ben, au niveau des effets spéciaux, il y a des meilleurs effets spéciaux, mais c'est des avancées technologiques normales. Il y a pas de. Il y a pas, Ouais. moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu plus d'argent qui a été mis, même s'il y en a eu plus qui a été Ouais, mis. tout dans les salaires. Ouais, c'est ça, tout d'un salaire. Bon, donc on lui donne pas le popcorn du pouvoir. Parfait, mais il y en a pas beaucoup. Hein? Mais Non. popcorn de l'âme. Donc le respect de l'âme du matériel source, là, comic accuracy. De ce que j'ai lu, écoute, ça se situe entre le 0 et la demi. Puis, tu sais, parce que ça l'adapte vraiment vaguement des personnages. Puis ça ajoute des personnages qu'on connaît pas. Tu sais, il y a des thèmes qui arrivent, là, les Night Stalkers. Tu sais, j'ai aimé les références aussi au comic, là. Ben, Ouais. quand il a passé le comic de Dracula. puis C'est qu'il a comic fait- accurate, ça, de faire des références à des comics? Oui. Ah oui? Ben, dans l'univers les- Marvel, il aime bien être méta. Ah ouais? Ben, ça dépend. Mais le fait que Ryan Reynolds soit méta, Ouais, ça ouais, fait c'est personne, là, mais tu sais, il y a des références méta dans les comics. OK. Donc, le fait que Blade, il sait pas nécessairement que c'est un personnage de comics, comme c'est un facteur assez drôle, là, même si Ouais. lui, il trouve pas ça drôle. Là. Fait que C'est à ça, toi de décider. je donnerais peut-être, je dirais qu'entre le 0 popcorn et la demi, mais il est plus proche de la demi, donc je donnerais une demi. Simplement parce que comme il y a un effort qui a été fait pour adapter, puis c'est pas parce que c'est une adaptation que c'est mauvais, puis que ça respecte pas l'âme du matériel source. Je pense que ça le respecte à un certain niveau, Mhm. mais les adaptations sont trop vagues, puis au niveau de Dracula, on est complètement à côté de la track. Ouais. Mais au niveau de tu sais, Blade, Hannibal King, c'est quand même une adaptation qui peut faire du sens dans l'univers des films Mhm.
à un certain point. Ouais. On va lui donner un On demi. lui donne une pour être demi. généreux. Mais si c'était classé sur 10, ça aurait été un 3 sur 10. Ah, bon. C'est ça, on est plus Ok, proche du 5. Oui, on est plus proche de la demi. Au niveau du popcorn du temps, est-ce que c'est intemporel? Est-ce Non. qu'on va en garder un bon souvenir? Non. Pas un bon souvenir, mais juste un souvenir. Puis moi, Ouais. dans ma tête, non. On l'a C'est déjà oublié après 2 semaines. C'est ça. Puis en plus, tu sais, je sens qu'au niveau du casting, on a fait des choix très pas basés sur. Tu sais, je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, au cinéma, tu as 2 affaires. Tu sais, soit tu castes des gens qui fit le personnage que tu veux faire, ou soit tu prends ce qu'on appelle des bankable actors, là, tu sais, des valeurs sûres, puis tu modèles le personnage autour de ça. C'est clairement ce qui est arrivé avec Ryan Reynolds. Dominic Purcell, qui joue Drake, c'est clairement lié au fait que Prison Break, c'était populaire au moment où c'est sorti, là. Ouais. Fait que le genre d'acteur que comme jamais il aurait été au casting, puis jamais c'est lui qui aurait eu le rôle du méchant, là. Du plus grand méchant de l'univers de Blade. Fait que c'est clairement un choix de la production de faire comme, gars, on va s'attirer le public de Prison Break qui vont venir voir le film en étant un peu mêlés, puis en se disant que ça va être pareil, là. Fait que même Jessica Biel, je n'ai rien contre vraiment, là, mais c'est ça, tu sais. Non. Bref, c'est très campé 2004. Là. Même au niveau des choix, c'est moins pire que dans Daredevil, où là, Evanescence jouait non-stop. Non, là, mais... Puis c'est la fin de ce film-là, c'est la fin de l'univers 26320. Donc après ça, on ne revoit plus cet univers-là. Rest in power. Ouais, ben c'est ça. Mais il y a un dernier point que je voulais mentionner. Il y a clairement une shameless plug faite aux produits Apple qui n'ont pas payé pour des petits placements de produits dans le film. Mais Jessica Biel, elle se bat avec son iPod Nano, qui est clairement une raison pour mettre la soundtrack du film, là, ou en tout cas expliquer pourquoi il y a des choix de musique qui sont là. Puis je comprends pas l'espèce de placement de produit qui est là. Tu sais, ça aussi, iPod Nano, c'est très 2003, 2005. Ben, c'est parce que c'était cool. Ben, c'était cool, c'est ça. Cool. C'était cool à l'époque, mais c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est comme regarder quelqu'un avec un lecteur cassette. Là, c'est comme les gens ont plus le référent. Ouais, ils vont faire comme c'était quoi ça? Là, fait que c'est ça. C'est pas intemporel. Non, c'est pas intemporel. Bon, ben ça fait un peu le tour de nos popcorn. Fait que ça fait 6. J'avais l'impression que ça faisait 5. non, ça fait 6. Bon. C'est un demi popcorn sur 6. Bon, ben, c'est pas beaucoup. On... C'est-tu notre plus bas? Je pense que... Non, je pense Non. que c'est peut-être à égalité. Attends, Howard, non, il y avait 1,5. Je sais Non, pas. Faudrait qu'on repasse une faudrait... Écoute, on est rendu au 9e épisode. Là. Je pense que c'est pas la première fois qu'on dit qu'il faudrait qu'on check. Des Vous fois, checkerez sur YouTube. des là, fois, on c'est fait ça. des affirmations. Là, Ouais, puis c'est ça. pas toujours vrai. Fait que c'est ça, mine de rien, c'était Blade 2. Blade 3, pardon. Non. C'était Blade 3, Rest in Power Blade. Et il y a, je veux quand même le mentionner aussi, il y a une série télé qui va découler de ça, qui ne sera pas jouée. Mais Blade va pas être joué par Wesley Snipes, mais qui est en théorie la suite de l'univers de tout ça. Mais vu que c'est pas Wesley Snipes, puis que c'est à cause de Wesley Snipes que les films Blade sont canon, je ne le considérerais pas comme un produit canon, mais sachez qu'il y a une série À moins qu'il télé. le soit. Ben, je ne Jusqu'à pense ce pas. qu'il le Mais soit. ouais, c'est ça, jusqu'à temps qu'il le ramène. Mais bref, c'est ça. Donc, il y a une suite en théorie aux aventures de Blade, mais c'est ça. C'est pas canon. Fait qu'on n'en parlera pas. Heureusement, je crois. Donc, voilà. Prochain épisode aussi, ça s'annonce pour être très, très jojo. Ce sera le film Elektra, donc qui découle de l'univers de Daredevil. Donc, ça aussi, souvent considéré comme un des pires films de super-héros, tout style confondu. Donc, bien hâte C'est un film de super-héros, elle n'a pas de super-pouvoir. Je sais pas. Super-héroïne, au moins. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas. Elle se battre. Fait que. C'est comme ouais, c'est ça. Fait que on va vous en parler là, dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve au prochain épisode. Merci et bon visionnement de Blade 3, si on vous a donné le goût. Merci, David.